Bonjour, mon nom est Yolène Khandawaka-Ames. Je suis doctorante en architecture à l'Université de Montréal et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Marie-Ève Quentin, architecte et directrice générale d'Ecobâtiment, qui a gentiment accepté de se joindre à nous pour un entretien sur les enjeux de la conservation de l'environnement bâti et surtout à ce que les différents acteurs peuvent faire pour bâtir autrement avec l'existant. Bonjour Madame Quentin, bienvenue, merci Bonjour, d'être avec nous aujourd'hui. ça me fait grand plaisir. Merci de nous avoir sollicités pour parler de ce sujet chaud et passionnant, qui est la valorisation de nos bâtiments existants. Oui, exactement. Et Ecobâtiment accompagne les organisations vers des pratiques exemplaires de construction, de gestion et de transformation du milieu bâti et se spécialise dans la conservation et la transformation des bâtiments existants, Mhm. notamment les immeubles d'intérêt patrimonial. Donc, ma première question est pourquoi miser sur les bâtiments existants, Madame Quentin? C'est une très bonne question. C'est une question très large. Ben, d'abord, qui dit bâtiment existant, je pense qu'on réfère tout de suite à milieu de vie existant. Cette notion plus large là, de milieu de vie est vraiment importante dans la compréhension du contexte du bâtiment existant. Les bâtiments qui sont déjà construits constituent un peu les maillons forts de nos quartiers et villages, nos quartiers centraux dans les plus grandes villes, puis nos villages dans des plus petites municipalités. Puis ces maillons-là se rattachent à des infrastructures déjà construites, des réseaux routiers, des pistes cyclables, des rues piétonnes, des axes de transport en commun. Il y a aussi les commerces de proximité, les services de proximité qui s'y rattachent déjà. Donc, tout cet écosystème un peu vivant là est déjà en place. Donc, miser sur le maintien des bâtiments qui constituent nos quartiers déjà, qui composent des quartiers déjà fonctionnels et existants, rattachés à des infrastructures, ben ça va au-delà de miser sur une construction, ça mise sur un milieu de vie, sur un cadre, vraiment un écosystème, là, si je peux dire, déjà en place et fonctionnel. Si on extrapole un peu plus large, quand ces bâtiments-là sont en plus d'intérêt patrimonial, qui ont un fort, disons, pouvoir identitaire pour les communautés, ben là, ça prend encore plus largement son sens là, au niveau de l'attachement identitaire, de la signification sociale de ces lieux-là, donc les préserver d'autant plus pertinent dans ces cas-là. Merci. Oui, je voudrais faire l'emphase sur l'aspect social Mhm. de la conservation de l'environnement bâti et aussi l'aspect environnemental qui est très présent aujourd'hui. L'année dernière, Ecobâtiment a publié le livre Valoriser les bâtiments existants, un levier pour le développement durable. Dans ce livre, il est affirmé que prolonger la vie utile d'un bâtiment peut en soi constituer un geste environnemental et social fort. Mhm. Donc, selon vous, quels sont les avantages environnementaux et sociaux d'investir dans les parcs immobiliers existants? Vous venez de mentionner Mhm. que l'aspect social, mais peut-être que vous pourrez nous en parler un peu plus sur les deux avantages environnementaux et sociaux. Mhm. Oui, ben, tu sais, ce que j'ai mentionné dans la première question, je pense que c'est ça, ça parlait beaucoup du milieu de vie, du contexte social, mais le fait aussi d'entretenir ou de maintenir nos bâtiments existants dans un périmètre urbain déjà construit, ben, d'un point de vue environnemental, c'est un geste assez fort parce que ça limite aussi l'étalement urbain. Donc, on protège nos milieux naturels qui sont pas encore développés. On construit la ville sur la ville dans un certain sens.
Donc, d'un point de vue environnemental, c'est sûr que c'est extrêmement bénéfique pour nos territoires encore naturels. Puis évidemment, comme je le disais, là, tu sais, au niveau de l'optimisation de nos réseaux de transport, c'est sûr qu'on raccourcit nos courses de déplacement en restant dans les quartiers déjà construits. Puis on incite aussi à des habitudes de vie plus saines, évidemment, avec des transports actifs plus faciles. Puis donc c'est assez large comme avantage. Si on zoome un petit peu plus sur le bâtiment en tant que tel, mais tu sais, c'est sûr que miser sur le maintien des bâtiments là, déjà existants, ben, on vient alléger une grande part du processus de construction. On vient alléger la part liée à l'extraction des matériaux, l'extraction des ressources, le transport vers les chantiers. Toute Mhm. cette activité-là génère en soi énormément de gaz à effet de serre. Surtout de nos jours, là, en fait, pour un immeuble neuf là, construit avec disons, un immeuble performant, mais relativement conventionnel, construit de nos jours, avec une source d'énergie propre, on pourrait penser qu'il y a à peu près 50 à 80% des émissions de GES qui sont vraiment toutes attribuables au processus avant son occupation, avant son inauguration. Donc, vraiment, toute la part de la construction est quand même assez importante dans la balance là, du poids environnemental du processus de construction. Puis, il y a aussi évidemment tout le fait de rénover des bâtiments existants, ben, détourne une grande quantité aussi des matériaux des sites d'enfouissement. Puis, les statistiques qui datent déjà là, de quelques années, mais à peu près de 2021, là, quant à la quantité de matières issues du domaine de l'industrie de la construction qui sont envoyés au site d'enfouissement, ben, on parlait à l'époque d'à peu près 38 à 40% des matières résiduelles envoyées au site d'enfouissement qui proviennent de l'industrie de la construction. En fait. Donc, à chaque fois qu'on vient rénover un bâtiment ou qu'on garde ce qui est encore sain en place, ben, c'est sûr qu'on allège beaucoup le poids sur l'environnement. Ouais. Non, non, continuez. Justement, ma prochaine question est en relation avec ce que vous venez de dire. Et j'ai trouvé votre livre fort intéressant dans le sens que c'est supporté beaucoup par des études, par des statistiques, par, avec des preuves de ce qui se passe présentement avec comme conséquence de la crise climatique. Une autre donnée qui est justement très intéressante, c'est ce que vous venez de dire, c'est que lorsque l'essentiel des matériaux d'origine est conservé, non, quand on parle de la réutilisation d'un bâtiment existant, les projets de rénovation génèrent généralement 50 à 70 moins de gaz à effet de serre comparativement à un bâtiment neuf. C'est ça que vous venez d'expliquer. Ouais, Donc, en d'autres termes, ouais. oui. Donc, quelles sont les contraintes à la requalification des bâtiments existants si les avantages environnementaux sont prouvés, sont évidents par des études et par des statistiques? Mhm. Il y a plusieurs Bien. quand même contraintes ou défis là, Mhm. ouais, liés au processus de requalification de bâtiments existants. Évidemment, il y a la contrainte financière là, qui englobe quand même d'autres sous-contraintes. Il y a des contraintes un peu plus d'ordre culturel ou d'ordre technique, mais tu sais, ça se rattache souvent au financier. Je pense que tu sais, d'un point de vue, disons, strictement financier, ben c'est sûr que les projets de requalification ou de rénovation sont considérés un peu plus risqués du point de vue des constructeurs, des entrepreneurs qui se lancent dans ce genre de projet-là, parce que ça vient avec un lot d'imprévus quand même plus important. Donc, pour un porteur de projet, mais c'est sûr que il va souvent se ramasser avec une facture un peu plus élevée
de la part des soumissionnaires qui prévoient puis ils ont raison, tu sais, de prévoir une allocation pour le lot d'imprévus attaché au processus de rénovation puis à ce qu'on découvre en cours de chantier. Donc, il y a une part de finances qui va là-dedans. Après ça, il y a aussi la complexité liée aux mises aux normes des bâtiments qui est assez une contrainte à la fois technique et financière parce que ça amène des défis techniques constructifs que de mettre aux normes les bâtiments existants en ajoutant soit des matériaux pour améliorer bon les degrés de résistance au feu requis aux normes d'aujourd'hui, en ajoutant les moyens d'évacuation. Parfois, on a des exigences d'ajout de systèmes de gicleurs pour pallier à certaines exigences de construction qui ne sont pas rencontrées dans les bâtiments existants. Donc, tous ces enjeux de mise aux normes-là alourdissent aussi la facture, dans le fond, en termes d'implication constructive plus importante. Après ça, il y a aussi un volet un peu culturel. Là. Au Québec, on a beaucoup une culture du neuf. On dirait que les investisseurs, les promoteurs immobiliers sont quand même plus attirés envers l'attrait de soutenir la construction d'un nouveau bâtiment performant, tu sais, design, puis un ruban là, de l'inauguration d'un bâtiment neuf, c'est tout le temps politiquement bien vu. Un travail de réfection toiture puis de maçonnerie sur une bâtisse existante, ben c'est rare qu'on voit ça dans les nouvelles. Oui, oui, Alors que moi, je rêve du jour où, tu sais, on va pouvoir avoir une espèce d'aura, tu sais, autour des bâtiments, là, pas des bâtiments, mais des travaux de rénovation puis de maintien d'actifs. Mais en ce moment, c'est ça. C'est pas vraiment dans la culture. Puis autant, on le voit autant au niveau du terrain, tu sais, des investissements en construction, tout ça, des politiciens, des décideurs, qu'au niveau même des programmes de formation en architecture, en ingénierie, puis même des milieux plus des travailleurs de la construction. Donc, c'est un peu cette contrainte-là qui ajoute. Puis, peut-être une dernière contrainte, je suis moins familière avec ce domaine-là, mais qui est quand même une contrainte importante là, pour les propriétaires de bâtiments patrimoniaux, spécifiquement là, les contraintes d'assurance mhm, plus coûteuses. Tu sais, oui, ça, c'est aussi quelque chose des fois, qui ralentit là, les processus en termes de requalification de bâtiments. Il y a moins d'investisseurs justement qui sont attirés vers les bâtiments patrimoniaux, mhm. le maintien des bâtiments patrimoniaux, parce qu'au final aussi, la facture pour l'assurabilité de ces bâtiments-là est moins facile, puis ça devient moins attrayant. Fait que c'est un peu... il y en a probablement d'autres, mais les grands défis, c'est un peu ça. Oui. Et comment, ben, mais j'imagine que vous avez fait face aux défis de la mise aux normes dans la conversion de Mhm. bâtiments anciens. Comment vous faites face à ces défis? Est-ce que vous vous proposez des alternatives, des changements d'usage? Qu'est-ce que vous faites parce que la mise en norme est coûteuse et des fois décourage aussi Mhm. le propriétaire à non, Ouais. requalifier leur bâtiment. Quelle est votre expérience dans la mise aux normes, dans la conversion de bâtiments anciens? Ben, c'est sûr que notre travail, on le prend. Nous, on accompagne souvent les bâtiments, les projets qui sont en début, en avant-projet, tu Mhm. sais, en Ok. réflexion. La vision n'est pas encore établie. Donc, on a quand même la chance de pouvoir aborder ces questions-là avant même qu'il y ait une activité ou un usage prévu dans le bâtiment. Fait que c'est sûr que quand on a cette chance-là de pouvoir réfléchir en amont les projets, on peut tout de suite orienter la future vocation en fonction d'usages moins contraignants. Parce que le code du bâtiment est souvent est bâti comme pour la sécurité des occupants, évidemment, là, en cas d'incendie, tout ça. Mais c'est réfléchi en fonction de certaines activités, certains usages qui induisent un niveau de risque plus ou moins élevé.
Donc, si on envisage, par exemple, une activité de spectacle, de grand rassemblement, ben cet usage-là va être considéré au sens du code du bâtiment beaucoup plus risqué qu'un usage, disons, de bureau où les gens sont là de jour, puis en moins grand nombre, connaissent l'endroit, tout ça, tu sais, le contexte de spectacle, eh bien, on a une centaine ou plusieurs centaines de personnes qui arrivent dans un espace qu'ils connaissent pas, qui est sombre, qui a des jeux de lumière. Donc, tu sais, tout ça induit en cas d'incendie, urgence d'évacuer à un niveau de risque plus élevé. Ce qui fait que selon le type d'activité, ben, il y a des contraintes de mise aux normes qui sont plus ou moins exigeantes en fonction toujours de l'activité ou l'usage au sens du code. Donc, de la façon qu'on l'aborde, ben, on essaie de voir toujours selon le type constructif. Donc, est-ce que le bâtiment, la structure est combustible, incombustible, selon la hauteur du bâtiment, le nombre d'étages, selon les accès possibles au bâtiment. Tout ça, c'est des choses qui sont intégrées aux normes, là, à la façon d'établir les exigences de construction là, d'un bâtiment au sens du code. En fonction de cette analyse-là du contexte du bâtiment, croisé avec l'usage qui est convoité ou les usages qui sont convoités, bien, nous, on peut faire une étude qui, en amont, envisage déjà quelles seront les contraintes constructives liées à tel usage. Donc, plutôt que d'essayer de choisir l'usage puis de le mettre dans le bâtiment existant, ben là, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a comme implication, qu'est-ce que tel usage implique comme mise aux normes, puis qu'est-ce qui est plus adéquat en fonction d'adéquation. Tu sais, quelle est la meilleure adéquation entre la forme bâtie, le type bâti et l'usage et une certaine éventail d'usages. Donc, on Mhm. va travailler par scénario. On va regarder différents scénarios en amont de projet pour orienter les implications constructives, puis éventuellement financières là, pour accompagner là, les décisions, le processus décisionnel des porteurs de projets. Merci. Donc, ma dernière question fait référence aux grands défis de la durabilité, qui sont présentés aussi dans le chapitre 5 du livre Valoriser les bâtiments existants, que j'invite tout le monde à lire, non? C'est vraiment intéressant. Et il y a trois exemples qui sont présentés là dans le livre, trois exemples de la déconnexion entre les besoins de la population et la réponse du secteur du bâtiment, du secteur de la construction. Donc, le premier exemple de la déconnexion est la crise de logement versus les milliers d'immeubles vacants. Non? Qu'est-ce qu'on fait avec Mhm. ça? Le deuxième exemple, c'est l'intérêt marqué des personnes et institutions pour le patrimoine versus les immeubles menacés par l'abandon. Non? Mhm. Et ça, c'est une autre contradiction. Et le troisième exemple qui est présenté dans le livre est l'évidence des changements climatiques. Et c'est ce que vous appelez l'intégration au compte-gouttes des notions d'économie circulaire et de performance énergétique de la part de l'industrie de la construction. Donc, après avoir lu les trois exemples, moi, j'ai pensé, comment est-ce qu'on peut bâtir autrement? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que l'industrie, le secteur du bâtiment, de la construction réfléchissent et changent de façon de voir ou de façon de penser par rapport au bâtiment existant? Ça, c'est ma dernière question et j'aimerais avoir votre réflexion par rapport à ça. Comment on bâtir autrement avec les bâtiments existants, étant donné les contradictions qu'on voit à tous les jours? Mhm. Ouais, c'est une excellente question, là. C'est un peu avec ce genre de questionnement-là qu'on tente d'orienter nos projets aussi, là. Éco-bâtiment, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faciliter les processus de requalification, de rénovation d'immeubles,
Puis ça revient à dire comment bâtir autrement, tu sais, parce que je pense que la réponse aux enjeux puis aux incohérences qui sont nommées est beaucoup dans l'investissement. Tu sais, comment est-ce qu'on peut arriver à investir massivement là, dans la rénovation du bâti existant? Comment est-ce qu'on peut arriver à massivement mettre à niveau notre parc immobilier existant parce que notre parc immobilier existant déjà construit constitue vraiment la masse, tu sais, critique à s'attaquer pour le futur. Là, c'est pas dans les bâtiments neufs là, tu sais, que ça se joue. C'est vraiment dans dans la, la, l'existant. la quantité est vraiment dans ce qui est déjà bâti. Donc, tu sais, la question est excellente, mais j'ai des portions de réponses, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de, ben, il faut travailler à d'abord, ben, mettre en lumière les contraintes, tu sais, aux yeux des Mhm. décideurs, puis démontrer, tu sais, nous, on a travaillé beaucoup en démontrant que l'investissement dans le patrimoine bénéficiait au développement durable, bénéficiait à l'environnement. Donc, d'arriver avec un plaidoyer qui attache le patrimoine et les bâtiments existants à l'environnement et au développement durable de nos sociétés, ben ça ajoute un argument dans le point de vue un peu militant là, de cette préservation-là. Donc, il y a un travail un peu de militer pour faire valoir là, la plus-value de cet investissement-là dans la rénovation qui est très importante au niveau du politique, au niveau des décideurs, pour susciter des investissements aux bons endroits. Après ça, eh bien, c'est sûr que je pense que pour bâtir autrement, il y a aussi un travail au niveau des instances là, décisionnelles qui travaillent sur les codes et normes, tu sais, il y a une souplesse qui devrait être Oui. apportée à cette approche-là. Encore là, nous, on travaille fort sur ces sujets-là avec, entre autres, ben, le ministère de la Culture, la Régie du bâtiment. Plusieurs, on est impliqués dans plusieurs comités qui regroupent plusieurs organismes aussi qui travaillent fort pour proposer des pistes de solutions inspirées de d'autres endroits dans le monde pour assouplir l'approche envers la transformation des bâtiments existants, là, vraiment du point de vue réglementaire. Euh, Sinon, ben, il y a aussi ce que je nommais tantôt comme contrainte, tu sais, l'espèce de culture. Aussi, c'est pas un Exactement, changement qui va c'est faire du justement, jour oui, j'allais au dire ça lendemain. parce que, oui, Mais ouais, je pense il y aurait matière à valoriser dans les programmes éducatifs, dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'ingénierie, valoriser davantage le secteur de la rénovation, de la requalification pour qu'après ça, ben, ça suive son cours, tu sais, sur le terrain. Puis de présenter ce domaine-là, cette industrie de la rénovation comme un terreau vraiment fertile pour la croissance d'une économie durable, finalement, qui va bénéficier aux générations futures, qui va bénéficier à notre société de façon un petit peu plus large. Fait que c'est sûr que là, je réponds un peu en politicienne à la question parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire, qu'on travaille pour le faire, mais concrètement, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour que bâtir autrement, je pense, soit possible dans notre contexte. Puis ça passe beaucoup par des enjeux justement qui sont financiers et politiques actuellement au Québec là. Mais je vois que ça bouge beaucoup quand même, tu sais, beaucoup de monde qui se mobilise là, dans notre milieu là, pour faire avancer les choses. Il y a aussi beaucoup d'intérêt de la part de nos décideurs là, au niveau de la régie du bâtiment pour tu sais, comprendre où sont les enjeux, puis essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent agir. Le ministère de la Culture aussi travaille fort là-dessus. Donc, tu sais, j'ai bon espoir qu'il y a des changements qui s'en viennent à ce niveau-là. oui, merci. Je pense que, bon, c'est sûr que c'est interdisciplinaire, non? C'est plusieurs acteurs qui doivent intervenir. Mais je pense que vous avez mentionné quelque chose, bon, parmi toutes les choses intéressantes que vous avez mentionnées, j'ai réfléchi beaucoup au fait que vous venez de mentionner des écoles d'architecture, d'ingénierie. Non, mais ça commence.
non, là-dedans, parce que quand on est à l'école d'architecture, non, on est censé faire des projets neufs, non, tout est neuf et c'est beau et c'est bien et c'est, non, c'est, ça nous aide à développer notre créativité, mais on vit dans une réalité qui est différente présentement. Et c'est sûr que même si c'est neuf, les bâtiments, comme vous disiez au début, le bâtiment est inscrit dans un contexte. Non, on ne peut pas penser seulement au bâtiment, il faut penser au contexte, il faut penser à Mm, l'écosystème dont vous parlez. mm. Donc, non, je pense que c'est très intéressant, très important. Je vous remercie beaucoup de ce temps. Oui, Je peux peut-être ajouter un oui, mini point un petit peu plus bien sûr. concret à la dernière question, tu sais, pour essayer d'avoir au moins un potentiel d'action dans les projets actuellement, Mhm. là, tu sais, ce qu'on peut faire pour bâtir autrement en ce moment, Oui, puis bâtir de façon peut-être plus responsable d'un point de vue environnemental, mais je pense qu'en tant que professionnel, on peut probablement apporter à nos clients l'angle oui, de la conservation, mais à travers nos interventions proposées puis nos scénarios proposés, apporter l'argument des émissions de carbone dans différentes mhm. figures de cas. Fait que les amener à voir d'un angle différent que juste financier les projets. Fait que démontrer, puis je sais, il y a de plus en plus d'outils là, accessibles qui existent pour quantifier certaines d'interventions architecturales ou constructives en carbone. Fait Oui, que de pouvoir arriver avec cette unité carbone-là dans la comparaison de différents scénarios de projet, ben, ça peut peut-être aider à prendre des décisions plus responsables en amont de projet, là, en attendant qu'il y ait tu sais, des investissements qui soient faits pour soutenir ces projets-là, ben, au moins, quand il y a un client qui réfléchit ou un promoteur qui réfléchit à son projet, si les professionnels peuvent amener cet argument-là sur la table, ben, ça peut déjà aider à oui, faire avancer les choses dans la mesure du possible. oui, exactement, parce que c'est justement l'opinion des professionnels qui compte surtout au début, comme c'est le cas de ce que vous faites chez Ecobâtiment. Mm. Donc, vous avez la chance de commencer le projet avec les propriétaires ou les Ouais, institutions. Et c'est le moment justement de donner votre opinion et dire plutôt que de démolir une partie, mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut, non, et, profiter de ce qui est déjà existant pour, non, et donner une autre vocation au bâtiment. Non, non, ouais, c'est justement le mot responsable, non? C'est ce que vous ouais. venez de dire, il faut être responsable, non? Dans Mm. n'importe le rôle qu'on a, non? Il faut vraiment avoir la responsabilité d'agir et d'influencer de façon positive, non? Oui, exactement. Pour Mm. pour les projets, pour l'environnement, bien sûr. Mm. Bon, je vous remercie beaucoup de votre temps et de vos réflexions qui sont sûrement très appréciées. Et donc, peut-être qu'on va se revoir dans une autre occasion, mais je vous remercie de votre temps, Madame Quentin. Merci Ça me fait grand beaucoup. plaisir. Et avec moi, c'est à la prochaine. Oui, à la prochaine.